Bonjour à tous, donc je m'appelle Sophie Delvaux. Je serai accompagnée par Cédric Van Holland. Nous prenons la parole donc au nom d'une équipe de chercheurs issus de l'Université de Namur et de la Haute École Liège-Namur-Luxembourg. Alors, il me semble également important de vous dire, avant de commencer, que l'ensemble des chercheurs présentement cités, en fait, se trouvent en ligne. Je les salue d'ailleurs, et ils pourront répondre tout à l'heure à vos questions. Donc, notre intervention s'appuie sur une recherche menée tout au long de cette année académique et qui se poursuivra l'année prochaine. Cette présentation s'intitule « L'accompagnement personnalisé d'équipes enseignantes pour co-construire des outils pédagogiques innovants en français, en sciences et en langue moderne ». Voilà, je vais passer la parole à Cédric pour vous présenter le plan de notre intervention. Oui, donc bonjour. Donc, notre propos va se structurer en 4 parties en suivant les axes du colloque. Une première partie va être plutôt générale et s'intéresser à la société, l'engagement de notre recherche dans celle-ci. Une deuxième partie s'intéressera aux écoles et le partenariat qu'on a pu faire avec elles. Une troisième partie s'intéressera aux classes et à l'ancrage de notre recherche dans celle-ci. Et enfin, nous terminerons par tirer un bilan et tracer quelques perspectives par rapport à cette recherche. Alors, passons à l'engagement de notre recherche dans la société. Et on voulait partir de quelques constats tout d'abord. Premièrement, le taux de redoublement qui est assez important, particulièrement dans le système belge francophone. Selon les propres chiffres du ministère, 60% des élèves de 5e secondaire ont déjà doublé au moins une fois. Et de manière plus générale, notre système scolaire est souvent vu comme inéquitable, inefficace, socialement injuste et qui favorise le décrochage scolaire. Alors, ces constats ne sont évidemment pas neufs et ont engendré ces dernières années une série de réactions politiques, notamment par l'élaboration d'un pacte pour un enseignement d'excellence et le Code de l'enseignement, qui est un décret paru en octobre 2019. Dans celui-ci, le législateur impose, pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes, la mise en place de pratiques de différenciation et des périodes d'accompagnement personnalisées. Ces éléments sont un changement d'organisation et pédagogique assez important pour les écoles et pour les enseignants. Et afin d'opérationnaliser ces pratiques, 2 projets pilotes ont vu le jour. Un premier, de la 3e maternelle à la 2e primaire, essentiellement axé sur l'enseignement de la lecture et a fait l'objet d'une communication hier. Et alors un deuxième projet, celui qui nous occupe présentement, au premier degré du secondaire, ce qui correspond aux grades de 6 et 7 pour le français, les sciences, les langues modernes et les mathématiques. Alors, prenons un moment pour parler de notre contexte spécifique, qui est celui d'un partenariat entre l'Université de Namur et la Haute École ENALUX, ce qui permet 2 approches qui sont complémentaires, à la fois académiques et à la fois plus pratiques, avec un dénominateur commun entre nous qui est la formation des enseignants. Les chercheurs de notre équipe sont didacticiens et ou pédagogues et ce travail s'est organisé main dans la main. En ce qui concerne les écoles que nous avons accompagnées, il s'agit de 10 écoles secondaires et nous nous sommes impliqués dans 3 matières, les sciences, le français, les langues modernes. Les écoles que nous accompagnons ont des profils très différents, que ce soit concernant la taille de leur premier degré, les filières qu'elles organisent, le milieu dans lequel elles sont implantées et enfin leur indice socio-économique. Alors passons au partenariat avec les écoles et pour ça je repasse la main à Sophie. Oui, merci Cédric. Donc, notre équipe de recherche a fait le choix de travailler selon le paradigme d'une recherche collaborative et d'une recherche accompagnement. On a donc choisi de s'appuyer sur une approche collaborative qui va supposer une démarche de co-construction avec les partenaires concernés. On a vraiment fait un choix de ne pas donner des outils tout faits aux enseignants, mais vraiment de partir de leur réalité de terrain, de leur spécificité, de leurs besoins. C'est donc en fait un accompagnement différencié des écoles que l'on met en œuvre et j'imagine que vous voyez tout de suite l'isomorphisme entre notre posture de recherche et finalement la thématique de l'accompagnement personnalisé sur laquelle nous travaillons. Alors, tout au long de cette année, en fait, depuis le mois de septembre, nous avons mis en œuvre le cycle de Kolb, puisque, comme je vous l'ai mentionné, on part vraiment au départ de l'expérience des enseignants, de leur pratique professionnelle.
dans un premier temps, et puis on essaye tout doucement de dépasser ces connaissances empiriques parce qu'elles sont intéressantes, mais elles ne sont pas suffisantes dans le cadre d'une recherche, pour tout doucement essayer d'activer une réflexion sur cette expérience qui va nous permettre de l'analyser et d'identifier les éléments qui portent plus particulièrement en question. À partir de cette analyse, nous aidons les enseignants à dégager des principes explicatifs plus généraux qui devraient leur fournir des perspectives d'action. Alors concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend? En fait, on essaie de les mettre en contact avec des recherches scientifiques en pédagogie et en didactique pour qu'ils puissent progressivement faire évoluer leurs pratiques via l'élaboration de nouveaux outils et des dispositifs de différenciation. Alors l'objectif final de cette démarche de généralisation, c'est d'obtenir un transfert dans la pratique professionnelle. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si l'étape 1 est très facile pour les enseignants de partir de cette expérience concrète, déjà la deuxième étape, elle nécessite vraiment cet accompagnement très rapproché, puisque en fait, cette deuxième étape, les enseignants, ils ont rarement le temps, dans le temps scolaire, de prendre du recul par rapport à leur expérience professionnelle et de l'analyser. Donc, c'est vraiment un accompagnement personnalisé et rapproché qui est nécessaire dans ce cadre. Alors, concrètement, on a réalisé tout au long de cette année 140 accompagnements personnalisés dans les 10 écoles qui nous ont été attribuées. Alors, ces accompagnements ont pris la forme de rencontres disciplinaires et interdisciplinaires. J'y reviendrai dans quelques instants. Alors, on a également mené 13 ateliers inter-écoles. Alors, on voit tout doucement que ces 13 ateliers commencent à prendre la forme de communautés de pratique. On sent que les enseignants qui viennent à ces ateliers viennent avec une volonté, une envie de partager leurs pratiques professionnelles. Et on voit progressivement apparaître 2 types d'objectifs. Un premier objectif qui est de répertorier des outils efficaces en matière d'accompagnement personnalisé, mais aussi de tester et de permettre aux enseignants de s'approprier des outils et des pratiques de différenciation innovants. Alors, les conditions sanitaires actuelles, depuis le mois de mars, nous ont également obligés de nous adapter et de proposer des accompagnements à distance. Nous en avons réalisé 100. Alors, ils ont pris la forme soit de rencontres virtuelles via des plateformes comme Zoom ou aussi des appels téléphoniques ou des échanges par email. Alors, je vais peut-être revenir maintenant sur les échanges dans les écoles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, nous avons eu des rencontres disciplinaires dans le cadre de l'axe 1 de notre recherche. Ces rencontres disciplinaires avaient vraiment pour objectif de réfléchir avec les équipes enseignantes à comment, dans le cadre de leurs cours, amener des pratiques de renforcement, de consolidation et de dépassement. Parallèlement à ces rencontres disciplinaires, nous avons eu également des rencontres interdisciplinaires avec les enseignants qui avaient en charge l'accompagnement personnalisé. Donc 2 heures cette année-ci ont été mis au programme des élèves de première commune. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de réfléchir avec les équipes enseignantes sur qu'est-ce qu'on fait pendant ces 2 heures d'accompagnement personnalisé. Comment est-ce qu'on les organise? Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Comment est-ce qu'on produit de nouveaux outils dans le cadre de ce dispositif? Alors, parallèlement à ces rencontres au sein des écoles, il y a évidemment des échanges avec des mails, des téléphones, et puis il y a ces fameux ateliers inter-écoles qu'on a déjà mentionnés tout à l'heure. Alors, dans le cadre des accompagnements interdisciplinaires, je vous l'ai dit, le but, c'est vraiment d'aider les équipes à réfléchir, à analyser, à réguler, à mettre en œuvre un accompagnement personnalisé pour les élèves. Cet accompagnement a abouti en fait cette année à un vademecum qui est une aide à l'implémentation de dispositifs de remédiation, de consolidation et de dépassement. Alors ce vademecum, il est en fait organisé entre 3 parties. Une première partie qui est une partie vraiment réflexive. Alors dans cette partie réflexive, notre objectif, c'est de permettre aux équipes pédagogiques, aux enseignants, de réfléchir et de se positionner sur différentes thématiques, dans le but qu'ils construisent un dispositif d'accompagnement pour leurs élèves réfléchi et pensé. La deuxième partie, c'était une partie exemplative. En fait, les enseignants ont vraiment demandé qu'il y ait une partie exemplative pour permettre en fait d'avoir connaissance des dispositifs qui se font ailleurs en matière d'accompagnement personnalisé. Et donc, dans cette partie exemplative, il y a toute une série de dispositifs qui sont présentés. Et enfin, il y a une troisième partie qui est une partie théorique, puisque comme on le disait tout à l'heure dans le cycle de Kolb, l'idée c'est de partir de l'intuition ou des connaissances empiriques pour avoir une pratique beaucoup plus réfléchie, nourrie par la théorie. Et donc ici, la partie théorique a aussi cet objectif-là. Alors vous le voyez, j'imagine, notre volonté derrière ce vademecum, en fait, c'est vraiment d'encourager
tout un travail collaboratif entre les enseignants d'une même institution. C'est obliger quelque part les enseignants, ou en tout cas les encourager, les motiver à se mettre autour de la table, à réfléchir à un dispositif et également de collaborer avec les équipes de recherche, puisque ce Vademecum, on l'a écrit, mais on l'a coécrit avec les enseignants. Donc, c'est vraiment un outil de collaboration. Je vais maintenant passer la parole à Cédric, qui va vous expliquer comment cette recherche s'est inscrite, s'est ancrée dans les classes avec lesquelles on travaille. Oui, alors on en a, enfin, plusieurs ateliers en ont déjà parlé, et c'est des choses qu'on sait, mais un enseignant a une vue assez empirique et intuitive des difficultés de ses élèves, ce qui est intéressant et ce qui est aussi pertinent, mais qui n'est pas suffisant que pour mener une recherche. D'où la nécessité de réaliser un diagnostic clair des obstacles d'apprentissage qui sont présents chez les élèves dans chacune des disciplines qu'on a pu suivre. Alors, cette phase, c'est notamment réalisée par l'analyse des preuves écrites des élèves, soit externes ou soit internes à l'école. Alors, par externe, on peut notamment citer le CE1B de fin de 6e primaire ou le CE1D à la fin de la 2e secondaire. Alors ensuite, par rapport aux obstacles qui ont pu être diagnostiqués, différents outils de différenciation adaptés ont été co-construits avec les enseignants, qu'il a fallu ensuite formaliser et dont la planification a dû être réfléchie avec les enseignants. Alors, puisque nous sommes impliqués dans une démarche de recherche, une série d'informations a également été recueillies lors des rencontres dans les classes au sein des dispositifs RCD dont Sophie vient de parler, dans des comptes rendus de réunion rédigés par les équipes, etc. Elles étaient à la fois d'ordre didactique et méta, c'est-à-dire par rapport à l'engagement, à la motivation et au questionnement identitaire des enseignants en question. Un travail a été fait de diffusion de la littérature scientifique sous forme vulgarisée, par exemple sur les préconceptions et le changement conceptuel en sciences, ou sur la littératie numérique, sur l'oralité, etc. Nous avons élaboré, alimenté des drives de partage des ressources et enfin conçu, organisé et mené les ateliers inter-écoles dont nous avons parlé juste avant. Alors, si on regarde maintenant un peu plus précisément les actions menées dans la discipline du français, le travail sur les nœuds dans cette discipline se répartit comme suit sur cette dia entre les différentes écoles, majoritairement, c'est-à-dire pour 6 équipes. Les équipes ont choisi de travailler sur la compréhension en lecture. Alors, cela s'est matérialisé par l'utilisation de stratégies dans les mécanismes de compréhension experts, mais aussi par l'approfondissement des littératies scolaires et numériques et un travail de métacognition. 3 équipes ont travaillé sur le savoir écrire par des compétences davantage liées à l'orthographe et à la syntaxe. Les 9 équipes ont travaillé sur l'interaction orale en classe, et donc ceci était plutôt une volonté de l'équipe de recherche qui veille à développer avec ses enseignants une approche intégrée de l'oral en les initiant à la méthodologie de l'enseignement réciproque et aux pratiques transactionnelles de construction du savoir. Au niveau des sciences, 9 équipes d'enseignants ont été accompagnées et les nœuds ont été répartis comme suit dans les différentes écoles. Ce choix de nœuds se base essentiellement sur la phase diagnostique qui a été réalisée en école. Alors peut-être une particularité ici, c'est le 3 à 9 équipes, de par le fait qu'un atelier a été consacré à la co-construction d'un outil et que celui-ci est actuellement en phase de test dans différentes écoles. Les outils co-construits à ce stade vont d'une refonte complète du cours des enseignants selon la méthodologie des classes inversées à des outils papier crayon plus traditionnels comme celui-ci sur la classification phylogénétique qui reprend une série d'activités de niveau graduel en fonction du niveau de l'élève en passant par des fiches outils à utiliser en classe. Il y a eu aussi des outils plus pratiques et dans une logique davantage kinesthésique, comme par exemple un train matérialisant le trajet du sang à travers les organes du corps humain et les échanges, par exemple, de type gazeux qui s'y produisent. Alors, en ce qui concerne les langues modernes, nous sommes partis de 2 nœuds, à savoir la gestion de l'oralité dans les grands groupes et le blocage mental à parler une langue. Alors, sur base d'un travail bottom-up, nous avons diagnostiqué 3 aspects qui se croisent au cœur de ces nœuds et qui ont donc été à travailler. Il s'agissait des mécanismes motivationnels,
des stratégies d'apprentissage et de l'identification et de l'intégration des profils des apprenants. Pour y répondre, les outils co-construits ont été classés en 3 catégories. La première catégorie était influencer les expériences individuelles. Cela concernait davantage les émotions liées à l'apprentissage. Une deuxième, stimuler l'autonomie et diversifier l'environnement d'apprentissage. Et enfin, identifier les attitudes face à la langue cible. Pour parler des outils co-construits à ce stade, ils vont d'ambitieux projets comme des blogs pour et par les élèves, à des plus modestes, mais qui étaient néanmoins très efficaces, jeux de cartes, en passant par des séquences théâtrales, des techniques de mémorisation. Tous ces outils ont été pensés par les équipes enseignantes en adéquation avec leur public, les besoins de celui-ci, et en tenant compte évidemment des modalités pratiques d'implémentation dans leur école. Certaines écoles ont développé et implémenté plusieurs outils et ou des outils qui jouent sur plusieurs aspects, comme par exemple les blogs que j'ai cités auparavant. Voilà, passons maintenant à quelques bilans et tirons quelques perspectives. Sophie? Oui, alors notre recherche a permis en fait d'identifier des facteurs qui vont constituer en fonction de la manière dont les institutions, les équipes pédagogiques et les enseignants vont s'en emparer, ou des freins, ou au contraire des leviers pour la mise en œuvre de dispositifs et d'outils permettant la différenciation. Alors on a identifié 3 gammes de facteurs, des facteurs individuels, des facteurs groupaux et des facteurs organisationnels ou institutionnels. Alors, on ne va pas avoir le temps d'aller détailler tous les éléments qui se trouvent dans ces 3 facteurs, mais je vais quand même en citer quelques-uns pour que vous ayez un bref aperçu de ce qui se cache là derrière. Donc, par exemple, dans les facteurs individuels, on va se rendre compte qu'il y a tout un travail à faire sur les croyances des enseignants, sur l'identité professionnelle des enseignants. En effet, la manière dont l'enseignant se représente la différenciation, l'accompagnement personnalisé, peut avoir un impact, on s'en est rendu compte, sur leur motivation à mettre en œuvre de nouveaux dispositifs pédagogiques, voire même sur leur engagement ou leur désengagement dans le projet. Si vous avez des enseignants qui considèrent, par exemple, que la différenciation passe nécessairement par un face-à-face pédagogique, alors ça va avoir évidemment une répercussion sur le type de dispositif ou le type d'outils que ces enseignants vont pouvoir proposer. Pour ces enseignants, par exemple, qui imaginent la différenciation comme un travail en face-à-face, le tutorat entre pairs, le tutorat avec des élèves qui travaillent entre eux, ne sera pas forcément facile à imaginer pour ces enseignants qui ont ce type de croyances. Et donc, il y a vraiment à questionner, à les interroger, leur conception, la manière dont ils voient leur travail. On s'est rendu compte également qu'il y a toute une série de facteurs qui sont plutôt liés aux dynamiques d'équipe, des facteurs groupaux, mais aussi une culture collaborative. Si vous avez des enseignants qui ont l'habitude de travailler ensemble, de faire du travail interdisciplinaire, alors la pratique, par exemple, du co-enseignement dans le cadre de l'accompagnement personnalisé devient possible. Si au contraire, on est face à une équipe d'enseignants qui ont l'habitude de vivre leur métier comme un métier plutôt solitaire, où le prof est souvent seul face à sa classe, alors l'idée même d'un travail interdisciplinaire ou l'idée même d'un dispositif pédagogique où on met en œuvre du co-enseignement, ça doit être accompagné, travaillé avec les équipes. Et puis enfin, on a identifié toute une série de facteurs qui sont plutôt liés à l'institution ou à l'organisation. Il y a en effet une série de dimensions qui relèvent de l'institution et dont la manière dont celle-ci va s'organiser, qui vont soit faciliter, soit au contraire freiner la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé. Alors, par exemple, la manière dont les heures de concertation entre les professeurs ont été agencées, la désignation ou non d'un coordinateur, la manière dont les enseignants ont été engagés dans le projet, s'ils ont choisi de participer à cet accompagnement personnalisé ou si au contraire on leur a imposé, les conditions matérielles dans lesquelles ces enseignants travaillent sont autant en fait d'éléments qui vont venir impacter l'accompagnement personnalisé et puis le choix d'outils que l'on pourra mettre en œuvre dans ce type d'institution. Donc vraiment ça c'est 3 gammes de facteurs que nous avons pu identifier et il y a encore beaucoup de choses qui se cachent derrière, mais au vu du temps qui nous est imparti, je pense qu'on va devoir passer aux perspectives de notre recherche, Cédric. Oui, alors donc pour les perspectives et notamment donc pour la prochaine académique, les éléments suivants nous semblent les plus pertinents. Tout d'abord, il serait souhaitable d'accompagner le changement de posture enseignante qui semble commencer à se produire chez les enseignants
qui ont été accompagnés. Donc, il devrait être intéressant, nous semble-t-il, d'apporter des éléments qui soutiennent ces hypothèses. Alors, pour ce faire, la voie de la formation à la recherche et par la recherche dans laquelle les enseignants impliqués s'avancent semble être une piste intéressante. Elle amène aussi des dimensions de travail collaboratif, dont certains aspects semblent parfois bien négligés chez les enseignants, tant dans sa dimension interne qu'externe à l'école, et ce qui nous amène aussi aux communautés de pratique qui semblent émerger de ce travail et que nous souhaiterions voir pérenniser. Enfin, la période particulière que nous venons de vivre, liée au Covid-19, a montré que les enseignants doivent davantage être nourris concernant la littératie numérique que de nombreux enseignants méconnaissent encore trop. Un autre aspect est évidemment les dispositifs RCD en tant que tels. À ce stade et dans les écoles que nous accompagnons, l'aboutissement de ces dispositifs est encore trop fluctuant d'une école à l'autre. Une perspective est donc la pérennisation de ces dispositifs et dans un second temps, leur généralisation dans d'autres écoles. Et enfin, nous souhaiterions aussi voir se développer une culture et une pratique de systématisation des étapes de différenciation. Dans leur ensemble, les enseignants semblent en effet nécessiter un accompagnement spécifique pour cette planification particulière que nous souhaiterions pouvoir leur donner. Merci pour votre attention.